Bonsoir. L'heure est aux grandes manœuvres pour l'opposition ivoirienne en vue des prochaines élections. Le Front populaire ivoirien d'Affi N'Guessan et le groupement des peuples solidaires de Guillaume Soro se sont rencontrés hier pour accorder leur violon et définir une stratégie commune. Les tenants et les aboutissants de cette rencontre tout à l'heure dans le Live Actu. Le lundi 14 septembre dernier a sonné le retour des élèves à l'école avec son lot de livres et de fournitures scolaires à acheter. Comment les parents d'élèves préparent-ils cette rentrée ? Où se procurent-ils les ouvrages nécessaires à l'apprentissage de leurs enfants? Il en sera question tout à l'heure dans le dossier du Talk. Et pour parler de manuels et de fournitures scolaires, nous recevons aujourd'hui M. René Yedeti, il est président directeur général de la librairie de France Group. Avec lui, nous parlerons de son entreprise, de leurs activités dans le cadre de cette nouvelle rentrée scolaire. Débat, analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Je suis certainement d'une humeur joviale. Vous comprendrez pourquoi au cours de cette émission. Oui, parce que je suis entouré de la meilleure des teams, la The Team. Mesdames, Messieurs, je vous prie de recevoir chez vous le très élégant Serge Kouachi. Bonsoir. Bonsoir Brice. Oh là là, mais salut, là, j'aime bien. Ça se passe bien, ça va? Très bien, merci. D'accord. Edith Broubleu est en jaune. Une fois n'est pas de coutume. Non, si, je suis habituée à cette couleur depuis. À cette couleur depuis un moment. C'est solaire, c'est bien. Ouais. C'est quoi ça? C'est fleuri, tout ça. C'est la couleur de l'insouciance. C'est de quoi? J'ai dit que c'est la couleur de l'insouciance. C'est solaire, je ne suis pas c'est insouciante. fleuri. Sait-on jamais. Et Rihanna ici, retour de l'afro. Retour de l'afro, voilà. Ouais, parce que hier, je vais le dire, je peux le dire, ils savent que je dis tout. Nous avons reçu un message sur notre page Facebook qui disait que la coiffure de Rihanna hier était celle de... En tout cas, n'était pas loin de celle de Suspect 95. Donc depuis lors, voilà. Donc Rihanna est en rouge. Tout à fait. Et j'ai tenu à garder le sac de Rihanna ainsi. Tout ce que tu fais avec mon sac à main, Brice. Pardon, oui, donc je l'ai gardé parce que je me suis dit franchement, il est assorti et je vais même exceptionnellement vous le rapporter. Merci beaucoup. Voilà. Parce que quand on s'habille, il faut que ce soit un peu... Voilà. C'est très gentil, Brice. Je vous en prie, Merci je vous en beaucoup. prie. Vous l'aviez laissé en loge, je me suis dit... J'espère que tu n'as rien piqué à l'intérieur. Non, rien. D'accord. Je suis un peu cocoteau, mais pas voleur. Bon, Sophie Aïda. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, depuis son passage au Live Weekend, elle a des cheveux plus longs. Et pardonnez-moi, je vais le faire comme ça ce soir. J'avais décidé que les cheveux de Sophie Aïda pouvaient partir. Voilà. Non. Ils pouvaient partir? Non. Non, je peux essayer? Ah non. Ok. Merci. Bah, c'est dommage. Qu'est-ce que tu as bouffé, Mais Brice? qu'est-ce qu'il a bouffé aujourd'hui? Rien. Bon, allez, tant que faire, on part tout de suite pour l'essentiel, le point saillant de l'actualité. C'est l'essentiel de l'actualité, de l'information. C'est dans le Live Actu. Merci. Bon, alors, messieurs, mesdames, plus sérieusement, on commence par de la politique. Et c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est préoccupée par la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire, il n'y a pas que l'ONU. Tout à fait. Alors, il faut dire que les Nations Unies gardent un œil, on va dire, assez protecteur sur la Côte d'Ivoire, notamment avec les tensions qui sont survenues au cours des dernières semaines. Et puis, ils ont quand même dépêché un émissaire en terre ivoirienne. Donc, ce n'est personne d'autre que l'homme politique et diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chamba, je vais y arriver, qui est représentant... Il faut que vous disiez Ibn. Ibn Chamba. Voilà. Alors, qui est représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Alors, il a entamé une visite de travail en Côte d'Ivoire qui s'étend sur une semaine, donc hier, 21 septembre 2020. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, qui est candidat aux élections présidentielles de 2020. Et ils ont échangé. Il a partagé les préoccupations des nations sur la persistance, des Nations Unies sur la persistance de l'absence du consensus sur certains aspects du processus électoral en Côte d'Ivoire. Alors, les Nations Unies invitent tous les acteurs de la République à éviter les violences et le recours au discours de la haine.
Il ajoute nous exhortons les acteurs politiques ivoiriens à la concertation. Alors, les Nations Unies, par la voix de son émissaire, souhaitent une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible en Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire qu'avant cette rencontre avec le président de la République, il avait effectué une rencontre avec le président de la Commission électorale indépendante et celui du Conseil constitutionnel. Et puis, très bientôt, il pourra tenir une série de rencontres avec notamment des acteurs politiques, des représentants de la société civile et puis tout autre acteur, justement, de ce processus électoral. D'accord. Ce n'est pas le seul, je vais lire dans les pensées de M. Serge Kouachi, l'ONU est dans son rôle. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, mais il n'y a pas que l'ONU, parce que hier, on a lu ici la déclaration du haut représentant de l'Union européenne. Donc, on sent un peu que tous les organismes internationaux s'intéressent un peu et se penchent un peu sur les tensions qui se passent en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, voilà, on se demande si c'est une alerte. Est-ce que c'est juste de la diplomatie? Non, ils sont attentionnés, ils ont de l'amour pour la Côte d'Ivoire, donc ils se rapprochent. Ils ont envie de revenir. Voilà, ils donnent des conseils. On va le prendre avec autant d'optimisme. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Faut pas avoir peur. Et ils sont attentifs aux signaux alarmants aussi. Ils jouent leur rôle d'organisation internationale. S'il y a des indicateurs qui les préoccupent, ils viennent vous dire attention. Ce sont des gardiens de la paix. Exactement. Bien sûr, c'est comme ça que c'est la hiérarchie en fait du monde démocratique et libre dans lequel nous vivons. Donc c'est normal qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Ils sont complètement dans leur rôle. D'accord, j'ai bien lu. Bon, concernant l'opposition ivoirienne, le FPI et le GPS de Guillaume Soro, le FPI de Afin Guessan. Merci de préciser. Ouais, je l'ai senti dans le regard. Et le GPS le GPS tout simplement, on n'a pas besoin de le préciser, parce que lui, il a son GPS, de Guillaume Soro, donc s'accorde pour des actions communes. On en parlait hier déjà. Effectivement, on en parlait hier et on avait noté le fait que lors de en tout cas de la rencontre des partis d'opposition et des plateformes d'opposition le dimanche, au siège du PDCI, on avait noté l'absence de Afin Guessan, qui n'avait pas été convié. Il était prévu donc une rencontre juste après avec ces partis d'opposition. Finalement, Afin Guessan, président du FPI, a rencontré une délégation du GPS sur instruction de Soro Guillaume. Donc il a rencontré une délégation de ce parti qui était présidée par Minata Konézié, qui est la coordonnatrice et présidente intérimaire de ce parti. Et au cours de cette rencontre, il a s'agi de mettre en place la dynamique d'une opposition unie et forte face aux partis au pouvoir. En tout cas, c'est ce qui est ressorti de cette rencontre. Et je vais citer les propos de la coordonnatrice et présidente intérimaire. Nous sortons d'une rencontre avec le président du Front populaire ivoirien, M. Afin Guessan. Nous avons échangé sur l'actualité politique de l'heure, qui est l'élection présidentielle. Nous nous sommes entendus pour des actions communes entre le FPI et les autres plateformes de l'opposition. Donc, c'est ce qui est ressorti. Il faut rappeler que lors de la rencontre du dimanche, cette grand-messe entre ces différents partis d'opposition, il est ressorti les différents griefs qui ont été exposés et qui justifient cette coalition, dont notamment ce qui a été exigé au cours de cette déclaration, la dissolution du Conseil constitutionnel, la dissolution de l'actuelle commission électorale indépendante CEI, l'audit international de la liste électorale issue de l'enrôlement de juin et juillet 2020, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires et le retour sécurisé de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres. Je les cite. Et notons également que ce mardi 22 septembre, Pascal Afin Guessan, président du FPI, a officiellement rejoint la désobéissance civile. Et il a déclaré, à cause de la dictature d'Alassane Ouattara, je souscris entièrement et totalement à la désobéissance civile prônée par le président Henri Konan Bédié et l'ensemble des forces politiques et sociales ivoiriennes. Ce mot revient souvent. En tout cas, j'attends de voir ce qui va se passer concrètement parce qu'il n'y a pas véritablement d'actions concrètes qui sont prévues. Pour l'instant, ce sont des mots, des appels peut-être à manifester dans les prochains jours. On verra bien. Est-ce que Pascal Afin Guessan n'est pas en train de chercher à rejoindre un groupe? Parce que déjà, il n'est pas convié à la rencontre, on le reçoit, enfin, il discute un tout petit peu en catimini, et lui dit « Ouais, moi je suis avec vous, je rejoins la désobéissance civile ». Peut-être que ce ralliement a l'air un peu
peut-être pas très engageant ou solide, peut-être du point de vue des observateurs, en tout cas peut-être de l'opposition. Ça reste à voir. D'accord. Il faudra juste retenir qu'il partage le point de vue des autres membres de l'opposition. De toute façon, il est de l'opposition, donc on s'attend pas au contraire. C'est peut-être comment on le regarde dans l'opposition, c'est peut-être un autre débat. C'est ça. D'accord. En tout cas, de toute façon, il va rejoindre, directement son adversaire en griffe, puisqu'il y a une dissidence à Souadou, qui est du FPI, tendance Laurent Gbagbo. On va voir comment ils vont collaborer ensemble, mais je ne suis pas sûre que ce sera la joie entre eux. Ils peuvent se retrouver en bonne camaraderie. Camarades. Alors, quant au président Henri Konan Bédié, il était absent, lui, de la rencontre avec la CEI. Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu une rencontre avec la CEI, mais je rebondirai également sur cet état de fait en ce qui concerne l'opposition divisée au niveau du FPI. Mais ce qu'il faut savoir pour cette rencontre au sujet de la présidentielle 2020, parce que c'était à ce sujet-là que la CEI a souhaité rencontrer les responsables de campagne et de sécurité, donc les directeurs de campagne et responsables de sécurité des 4 candidats à l'élection présidentielle, pour leur parler justement de la sécurité autour du candidat de la présidentielle 2020, puisque la CEI a en charge et le scrutin et également la sécurité des candidats, notamment pour la bonne tenue de ce scrutin présidentiel. Alors justement, à cette rencontre étaient représentés par leur directeur de cabinet et responsable de sécurité, messieurs Quadio Conan-Bertin, donc d'IKKB, qui était représenté par JJ Venance et Gueux Ernest. Nous avions également Yo Fouzier et Touri Aboubakar qui ont représenté le RHDP. Niepa, Barthélémy et Crécré Firmin qui ont représenté le FPI de M. Afi Nguessan. Donc l'objectif de cette rencontre, comme je vous l'ai dit, c'était véritablement de parler de questions de sécurité et comment cela va s'harmoniser autour des différents candidats pour qu'ils soient beaucoup plus sereins pour aller à cette élection. Alors le représentant du candidat ou les représentants du candidat du PDCI-RDA de M. Henri Konan Bédié étaient absents à cette rencontre. C'est vous dire que la désobéissance civile en ce moment, en tout cas du côté du PDCI, se voit à travers différents actes, notamment celui-ci que nous constatons en tout premier pour ce qui est de cette réunion de la CEI. Et pour revenir justement à M. Pascal Afi Nguessan qui se dit aujourd'hui faire partie de cette désobéissance civile, il était bien présent, en tout cas il avait des représentants à cette rencontre-là. Les représentants de M. Kakabé également étaient là, donc c'est dire peut-être que je ne sais pas où se situe le timing. Après peut-être dans le timing. Il n'a pas été informé à temps qu'il le devait timing désobéir. peut-être. Il n'avait pas décidé de désobéir peut-être avant d'envoyer ses... En tout cas, c'était hier. Cette rencontre, c'était hier. Et je pense que la rencontre avec le GPS aussi, c'était hier. Ouais. Voilà. Donc après, on me C'est dira peut-être pas le timing. Je pense que c'est le timing. Possible. Mais en tout cas, si on s'arrête aux dates, oui, hier, M. Afi Nguessan s'est fait représenter donc à la CEI pour une réunion, on va dire normale, pour des candidats qui vont aux élections, donc qui sont tout à fait obéissants en ce qui concerne les lois. Ils doivent assister à une séance d'information de la CEI. Voilà, et oui également hier il disait, après à la sortie de cette rencontre avec le GPS, qu'il adhérait à la désobéissance civile. Donc wait and see, on verra bien. Merci M. Serge Kouachi. À l'international, Sophie Aïda nous parle de la désignation du président de la transition au Mali. Eh bien, il s'agit de M. Ban Dao. Oui, alors plus d'un mois après le putsch du 18 août 2020, donc par la junte, le Mali a enfin son président de transition. Il s'agit d'un colonel à la retraite et un ex-ministre de la Défense et des anciens combattants. Donc le colonel, comme tu l'as dit tout à l'heure, Brice Ban Dao. Il a été nommé président du Mali par intérim le temps donc de la transition, avec pour vice-président le colonel Assimi Goïta, qui a d'ailleurs fait cette annonce à la télé nationale malienne hier, mardi 21 septembre. Alors juste un petit background sur le colonel Ban Dao. Il est né le 23 août 1950 à San, dans la région de Ségou. Donc ce nouveau président est censé officier, donc, comme on l'a dit, en tant que chef de l'État pendant 18 mois. Avant un retour des civils au pouvoir. Il est âgé de 70 ans et il est officier retraité de l'armée de l'air. Et il est notamment passé par l'école de guerre de Paris au cours de sa formation. Il avait également été l'aide de camp de l'ex-président malien, le général Moussa Traoré, qui est décédé le 15 septembre, et avait assumé des fonctions de chef d'état-major adjoint de l'aviation sous la présidence d'Alpha Oumar Konaré de 1992 à 2002.
Alors la prestation de serment aura lieu le vendredi 24 septembre, mais pour l'instant, l'identité du Premier ministre n'a pas encore été dévoilée. Alors c'est un peu, je pense, ce que tout le pays attend, sachant que la CEDEAO, le 15 septembre à Accra, avait exigé que le président et le Premier ministre soient des civils pour lever toutes les sanctions qui sont portées sur le Mali. En tout cas, avec M. Ba Ndao, on peut dire que la poire a été coupée en deux, les civils ils ont manœuvré. et pour les militaires. Et pour les militaires. Maintenant, reste à savoir si, avec Assimi Goïta en tant que vice-président, s'il n'y aura pas des pressions qui seront exercées, on va dire, sur les décisions de ce président. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas rassurée, parce que de toute façon, on a quand même, pour un gouvernement de transition, on a quand même un tandem militaire. Non, de toute façon, il y a un côté civil. C'est un ancien. Non, même si c'est un ancien, il a un militaire, background militaire militaire, reste un militaire. Surtout à ce niveau-là de responsabilité, qui a été chef d'état-major, un militaire, ça reste un militaire. Il a été ministre de la Défense, donc non. Et comme je l'ai dit à chaque fois, c'est un civil aujourd'hui. Un coup d'État, ce n'est pas la meilleure solution pour accéder au pouvoir. Et j'espère, en tout cas, je n'ai pas de très bons pressentiments, mais j'espère qu'il... c'est mieux. Oui, surtout, la désobéissance civile. Parce que c'est pacifique. Oui, surtout. J'espère qu'ils ne prendront pas goût à cette transition et que ça ne va pas s'éterniser. On parle de 18 mois, pardon. Et qu'ils vont pouvoir mener rapidement la prochaine échéance électorale pour transmettre au pouvoir aux civils. C'est 18 mois et le coup d'État a eu lieu. It is what it is. Maintenant, voilà, il faut juste wait and see, comme on dit, pour voir ce qui va se passer. Mais bon, ils ont fait un effort, on va dire. Ok, merci beaucoup Sophie Aïda. C'est tout pour les temps forts de l'actualité locale et internationale. Depuis une semaine, les élèves ont repris le chemin des classes. Et qui dit rentrée des classes dit naturellement liste des manuels et de fournitures scolaires. Comment les parents d'élèves préparent-ils cette rentrée? Quelles sont les différentes alternatives dont ils disposent pour se procurer les manuels de leurs enfants? On en parle maintenant dans le dossier du TOC. Yopougon, quartier Koweït, groupe scolaire Vatican II. C'est maintenant la 5e fois que ce parent d'élève fait la cour à l'établissement de son enfant. Hervé Logoron a déjà inscrit sa fille, mais depuis lors, il n'a reçu aucune liste complète des fournitures scolaires. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois pour qu'on puisse me donner la liste des fournitures. Et c'est ce matin qu'on m'a appelé pour avoir cette liste-là. Et vraiment, c'est une situation déplorable. En tant que parent d'élève, ça nous fatigue un peu. Cette situation épuisante et embarrassante semble ne pas être du fait des responsables d'école. Nous donnons les listes des ouvrages en fonction de ce que le ministère de l'Éducation nationale met à notre disposition. Chaque année, il y a la liste du manuel agréé. Donc, tant que nous n'avons pas la liste du manuel agréé, nous ne pouvons pas faire la liste du manuel que les élèves doivent acheter. C'est hier que nous avons pu imprimer la liste du manuel agréé 2020-2021. Donc, croyez-moi que c'est maintenant que les enfants seront en possession de la liste des fournitures. Nous nous sommes rendus à Cocody. Ici, dans cette librairie, les parents se perdent dans la liste des manuels scolaires. J'avoue que c'est un tout petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont changé. Les années passées, tu pouvais prendre peut-être le livre de la 3e, aller les troquer. Mais malheureusement, cette année, lorsque tu arrives, tu te rends compte que c'est de nouveaux livres. Donc, les livres de l'année dernière ne servent plus à rien. Il faut carrément les balancer parce que personne ne pourra les utiliser. Donc, financièrement, ça pèse un peu. D'habitude, là où je suis à Niamey, l'établissement affiche même la liste des fournitures un mois avant. Mais cette fois-ci, c'est à compte-gouttes que nous recevons la liste. Et puis, il y a tellement d'éditions. Il y a ceci, il y a cela. On ne sait plus ce qu'il faut acheter. Dans un tel environnement, comment équiper en manuel scolaire les près de 7 millions d'élèves que compte la Côte d'Ivoire? C'est la préoccupation majeure des libraires. M. Thomas Adou, de la librairie de France Group, la plus grande librairie ivoirienne, ouvre une piste de réflexion. L'école ivoirienne gagnerait, avant d'aller en vacances, de donner la liste qu'ils allaient utiliser l'année suivante. Comme ça, pendant les vacances, les libraires ont le temps de travailler sur ces listes-là et les informer pour les ouvrages qui sont toujours disponibles et ceux qui ne sont plus disponibles, de sorte qu'ils puissent les échanger. Maintenant, ceux qui sont disponibles, pour qu'on puisse prendre en quantité pour pouvoir satisfaire le besoin qui va s'exprimer à la rentrée. Selon un rapport de la Banque mondiale publié il y a 3 ans, les élèves ivoiriens n'ont pas assez d'ouvrages pour perfectionner leur apprentissage scolaire. Un constat conforté par le récent bilan du PASEC,
le programme d'analyse des systèmes éducatifs d'Afrique, qui affirme que 72% des élèves de 6e n'ont pas de niveau en lecture et 64% n'ont aucun niveau en mathématiques. Sur le plateau du Live Talk, on vient de se rendre compte, hein, cette période-là est pour les parents d'élèves un vrai casse-tête. Il faut pouvoir trouver les manuels pour les enfants, parce qu'il n'y a rien de plus triste hein, que d'être dans une classe, tous vos petits camarades dans leurs livres et vous êtes obligé de tirer le... C'est assez stressant en général. C'est même offensant, même. C'est stressant. pour un enfant. Honte, hein, des fois. Oui, exactement. Et pour les parents, c'est important de pouvoir honorer cet engagement-là, pouvoir donner des fournitures. Mais bon, c'est pas toujours très facile. Est-ce que c'est peut-être une bonne période pour les libraires aussi? Vous vous dites, allez, c'est la période où on fait de bonnes affaires. On ne sait pas. En tout cas, je crois qu'on aura l'occasion de poser toutes ces questions à notre invité qu'on va recevoir juste après un jingle. Et juste rappeler que cet élément est signé de Nokana Paleka et de Gauthier. Oui. Notre invité du jour est depuis janvier 2005 le président directeur général du plus grand fournisseur de manuels scolaires en Côte d'Ivoire, M. René Yedieti, président directeur général de la librairie de France Group, nous a rejoint sur le plateau du Live Talk. Bonsoir M. Yedieti. Oui, bonsoir mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Je crois qu'on a un plateau très coloré. Hein, très coloré. Voilà. Bon. Alors, Monsieur Yedieti, vous avez racheté, on va le rappeler, la Librairie de France en mars 2005, on en parlait tout à l'heure, alors qu'elle était en proie à des difficultés financières. 15 ans après, comment se porte la Librairie de France? Je pense que la Librairie de France se porte bien et évolue en fonction de son environnement et du pays. Bien avec ses difficultés? Avec ses difficultés, avec ses réalités, avec son adaptation. Mais, comme on a dit, elle a grandi. 2005, c'était 5 magasins. Aujourd'hui, c'est 11 magasins, c'est une boutique en ligne, c'est une boutique mobile. Donc, elle continue à évoluer par rapport à ses ambitions. À propos d'évolution, on s'était posé une petite question tout à l'heure qu'on disait le plus grand groupe ivoirien de la librairie, mais qui s'appelle toujours la Librairie de France. De France, c'est historique. Hein, et je l'ai expliqué plusieurs fois. Librairie de France est même née avant la Côte d'Ivoire, c'est 1938. Donc c'est un nom, hein, c'est comme tout nom, je veux dire, on n'a pas envie de débaptiser parce qu'on assume l'histoire de cette maison qui a traversé donc le temps, voilà, avec tout ce qu'elle a pu vivre comme bon jour, mauvais jour, parce qu'on est passé aussi par des événements tristes, des casses et tout le reste. Donc Librairie de France, fait partie donc, du patrimoine de la Côte d'Ivoire, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que cette entreprise créée par un Français appartient aujourd'hui à des Ivoiriens. Voilà. Et je pense que si toutes les boîtes coloniales étaient revenues dans les mains d'Ivoiriens, c'est ça qu'il faut donner comme exemple. Nous sommes appropriés la Librairie de France, donc, qui se met comme un outil en fait, pour les Ivoiriens. Nous sommes un acteur de développement. Et ça, il faut le retenir. Nos collaborateurs vous ont jamais dit, pourquoi on n'appellerait pas la Librairie de Côte d'Ivoire? C'est jamais revenu? Non, mais un rebranding total. Ça existait, ce nom. Il y a une enseigne qui s'appelait comme ça. Mais nous avons gardé l'historique parce que la Librairie de France, groupe, c'est toute une histoire depuis 1938. Et donc, on ne renie pas notre histoire. D'accord. Monsieur Yedieti, du poste de directeur général de la holding d'une des plus grandes entreprises dans l'industrie pharmaceutique, vous êtes désormais à la tête du plus grand groupe de librairies en Côte d'Ivoire. Pourquoi une telle reconversion? Qu'est-ce que vous a attiré dans ce secteur? Écoutez, je pense que dans toute chose, il faut avoir l'historique. J'ai fait une école de commerce. Je pense à l'époque, c'était la plus prestigieuse d'Afrique francophone, c'était l'ESCA. Et cette entreprise m'a donné l'opportunité de remettre en œuvre tout ce que j'avais appris. Donc, et je pense que l'opportunité m'a été donnée d'ailleurs par le groupe pour lequel j'étais le DG de la holding. On avait le choix, ou c'était de mettre la clé sous le paillasson, ou alors de dire qu'il fallait réessayer de relancer cette maison. J'ai eu envie en fait de vivre cette aventure et puis bon, je la vis pleinement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'elle est totalement réussie, cette reconversion, à votre avis? Ben, je pense que moi, on n'arrive jamais à dire que c'est totalement réussi. Pour moi, il y a du chemin,
encore à faire dans beaucoup de domaines, parce qu'on va parler tout à l'heure de que fait Librairie de France. Il y a des domaines tellement variés. Il y a le livre, il y a l'informatique, il y a le développement de logiciels. Aujourd'hui, nous sommes dans la vente en ligne, donc nous avons ouvert des brèches sur le numérique. Il y a tellement de choses. Et puis quand on regarde notre environnement, honnêtement, c'est un vrai désert culturel. Et donc, je pense qu'on a encore... À côté de ça, M. Diti, on a envie de dire, l'industrie pharmaceutique, on le sait, brasse beaucoup plus d'argent, j'ai envie de dire. Bien sûr. Ouais. Et il y a beaucoup moins, c'est beaucoup moins diversifié. Mais justement, il ne faut pas aller... parce que j'étais dans l'industrie pharmaceutique, j'avais effectivement une très bonne position, mais de l'autre côté, j'avais à construire quelque chose. Et ce que j'avais à construire, je pense que c'était plus fort que le confort, en fait, voilà, du salarié. Le plus important pour vous, ce n'est pas de gagner de l'argent. Au-delà du challenge, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'éducation? Alors, j'avais déjà une passion pour le livre, historiquement, parce que je suis le fils d'un professeur de lettres. Et en dehors de ça, lorsque j'ai eu contact avec la Librairie de France, il n'y avait pas que le livre. Il y avait toute la passion de l'informatique. Est-ce que vous savez, par exemple, que Librairie de France a introduit Apple en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez, par exemple, que Librairie de France a été parmi les premiers à vendre des ordinateurs en Côte d'Ivoire, par exemple? Donc, il y a tellement de choses à voir là. Et puis, chez Librairie de France, nous sommes en contact avec l'entreprise. C'est l'un des premiers fournisseurs d'outils, en fait, d'entreprises, de papeterie, de fournitures de bureaux. Et tout cela fait que c'est un monde qui bouge et en perpétuel contact avec son environnement. On est en contact avec l'école, avec les entreprises, avec le monde de l'informatique, les sorties, les nouveautés et tout le reste. C'est un monde en fait passionnant. Et justement, aujourd'hui, de combien de librairies disposez-vous sur le territoire national et comment est-ce que c'est réparti entre l'intérieur du pays et la ville d'Abidjan? Donc, on avait commencé qu'avec des librairies seulement à Abidjan. Et on a aujourd'hui donc 6 librairies à Abidjan. Donc, on essaie de les repartir géographiquement pour couvrir la ville. Et 4 librairies donc, à l'intérieur du pays. D'accord. Donc avec progressivement les grandes villes, on a une librairie donc, à Boaké, une à Yamoussoukro, l'autre à San Pedro et la dernière à Daloa. D'accord. Voilà. Allez-y, Sophia Aïda. Vous avez une question, j'ai senti que vous avez... Allez-y. Alors, vous avez reçu le 15 octobre 2019 le prix du meilleur entrepreneur de l'année de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez accueilli cette reconnaissance? Je pense que ça a été d'abord une reconnaissance que j'ai attribuée à mes collaborateurs, parce qu'on est parti de très loin. Dites pour ceux qui étaient là, qui ont vu les images de 2004, la Librairie de France avait été totalement décimée. Je suis reparti avec une équipe très réduite. Tous les cadres étaient partis. Donc on a reconstruit quelque chose, je dirais, avec des personnes qui se sont investies. Et cette récompense, je pense que c'était d'abord pour ces personnes-là. Et puis pour nous tous, je pense qu'enfin, on s'est dit, il y a des gens qui reconnaissent un travail ingrat qui est fait ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours posé la question, je pense que vous connaissez ceux qui sont les meilleurs du commerce ici, dans notre pays. Et regardez, il n'y en a aucun qui fait de la librairie. Voilà, je pense que c'est un métier qui est ingrat, mais qui apporte, c'est un métier qui sème. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, nous n'allons jamais lâcher, parce que le jour où nous partons, ici, ce sera le cimetière culturel. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu abandonner? On a été découragés à certains moments, mais la passion nous a laissé tenir parce que, honnêtement, on se sentait seul. On pensait qu'on faisait un travail qui n'était pas vu, qui n'était pas reconnu. Et c'était difficile. On a eu des exemples sur des décisions, par exemple, de nos dirigeants ou sur des marchés où on pensait que c'était des marchés dédiés à notre métier, à la Librairie de France Group. On voyait des acteurs totalement en dehors de nos activités à qui on attribuait ces marchés et tout le reste. Bon, aujourd'hui, si on reconnaît que nous avons fait un travail, je pense que c'est le travail de toute une équipe. Voilà, et j'espère qu'au-delà des récompenses, on aura en fait réellement le vrai rôle de la Librairie de France, qu'on va lui attribuer ce qu'il sait faire et ce qu'il mérite. Je vous prends un mot, M. Yeti. Vous disiez tout à l'heure que si la Librairie de France, on touche du bois, disparaissait, on serait confronté à un vrai cimetière culturel. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, culturellement, est pauvre et la Librairie de France a
À quel niveau elle apporte sa pierre à ce que ce patrimoine culturel-là soit toujours revalorisé? Je vais vous dire, c'est très simple. La librairie de France, je pense, doit être l'un des plus gros importateurs d'outils culturels. Et faire de la librairie, ce n'est pas ce que tout le monde croit, ce n'est pas avoir des livres au bord d'une route et tout ça, c'est un métier. Je prends que le livre. Le livre, par exemple, c'est un métier de sélection. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui, tous les jours, doivent fouiner sur les sites de libraires spécialisés et tout le reste pour aller chercher les sorties. Nous voyons, par exemple, sur un environnement, quel est le type de lecture et nous approvisionnons. Je peux vous dire, par exemple, que nous avons... C'est un peu comme en pharmacie, je me dirais. Non, en pharmacie, le médicament, il est ciblé. C'est de la prescription et tout le reste. Chez nous, ce n'est pas ça. Par exemple, le client à Prima ne lit pas forcément le même type d'ouvrage que le client à Sokosé, aux deux plateaux. C'est une population qui est différente. Ce n'est pas la même lecture que vous aurez chez le client de Yopougon. Voilà, le petit aux deux plateaux, il va lire du manga. Par exemple, pour ne pas faire de publicité, celui qui sera peut-être à Boaké sera moins attiré par du manga, par exemple. Les champs de lecture sont différents. Donc, c'est un travail de sélection. Après, vous avez le travail de prescription. Pour l'école, par exemple, vous êtes tout heureux d'avoir les livres à la rentrée. Il faut savoir qu'avant, il y a eu tout un travail avec les écoles qui ont déposé des listes. Donc, chaque livre, c'est un éditeur qui est différent. Il faut passer des commandes, il faut estimer les quantités, il faut les avoir dans les délais. Il y a un travail de logistique. Donc, c'est un métier. Par exemple, les écoles françaises, il faut les importer. Donc, ça veut dire que les écoles doivent nous poser les listes dans un bon délai. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, certaines écoles ne déposent pas de liste. Ils prescrivent à la rentrée les mêmes ouvrages que des écoles qui ont déposé leur liste. Les commandes ont donc été faites pour ces écoles-là. Et on se retrouve avec une population qui vient en fait pêcher dans... Voilà. Et c'est pour ça que nous mettons en place ce que nous appelons des réservations. Donc, un parent d'élève qui a préparé la rentrée des enfants vient déposer donc ses listes pour une réservation. Et à la rentrée, ils ont simplement donc, le paquet à emporter. Et quand on se réveille donc, la veille de la rentrée et qu'on vient fouiner dans les derniers stocks qui restent, effectivement, on peut... Voilà. Et ce qui peut arriver, c'est que sur certains manuels, les éditeurs peuvent peut-être être quelque part en retard sur la mise à disposition auprès du libraire. Donc ça va durer quelques jours de retard. Mais en général, on a ce qu'il faut pour les rentrées scolaires. En plus de cela, nous avons un service que nous appelons le service de commande express. Donc les parents qui n'ont pas les ouvrages à temps peuvent venir passer des commandes express. Nous nous engageons à ramener les ouvrages dans un délai, bien sûr, très court, en passant par donc, des voies express. Donc nous sommes là à la disposition des parents, à la disposition des enfants. Donc pour nous, c'est de satisfaire vraiment le besoin de ces parents-là, parce que nous savons ce que c'est qu'une rentrée scolaire et le stress que ça apporte. Exactement. Monsieur Yedjeti, pendant la rentrée scolaire, en tant que parent, je vis cette situation. On constate que c'est la cohue dans les différents points de vente, dans les magasins, dans les boutiques, parce que tout le monde vient en même temps, au dernier moment. Et je pense que votre collaborateur l'a bien exprimé dans sa proposition. Pourquoi les écoles ne donneraient pas, en tout cas, la disponibilité de la liste des fournitures avant les vacances scolaires pour que les parents puissent se préparer. Ça, c'est un point à suivre également. Mais on constate une véritable cohue. Vous avez lancé un site de e-commerce, Librairie de France, qui permet aux parents et aux clients de pouvoir commander. D'acheter en ligne. Pourquoi les parents continuent malgré tout à venir dans les points de vente, sachant que ça existe? Est-ce que vous avez suffisamment communiqué là-dessus? Je pense qu'on a communiqué là-dessus et la boutique en ligne est de plus en plus utilisée. Je pense aussi que c'est une question d'habitude. Est-ce que vous pensez que vous avez véritablement lancé une campagne de communication? La campagne est là. Je pense qu'au niveau des parents, des élèves, le site est connu. Librairie elle fait un peu commercial pour la boîte. Voilà. Non, mais moi, ça en tant marche bien. qu'usager, je veux comprendre pourquoi on a toujours cette cohue. C'est plus confortable. Il y a communiqué davantage, en fait. On va peut-être continuer, mais c'est beaucoup plus confortable. En plus, on donne une panoplie de moyens de paiement, donc les paiements avec la téléphonie. On peut même payer au moment de la livraison. On a des plateformes de paiement. Donc, c'est une possibilité, effectivement, qu'il faut utiliser à fond.
Mais je pense aussi qu'à la rentrée, les parents viennent aussi pour choisir. Hein, c'est vrai qu'il y a les livres, de l'autre côté, il y a toute la papeterie. Et là, les enfants viennent, ils sont exigeants, ils veulent tel type de sac, ils veulent choisir le crayon, le bic. Bon, je pense que ça fait partie du plaisir aussi. Et je pense que aussi, on souhaite que les parents viennent, les enfants viennent, parce qu'il y a des gens qui ne viennent qu'une fois dans l'année dans une librairie. Donc, de venir là, ils vont peut-être s'habituer à savoir que c'est un espace qu'ils peuvent fréquenter en dehors de la rentrée scolaire. Exactement. Et tout. Donc, nous, on aime bien avoir ce monde-là. Et d'ailleurs, pour cette période de pandémie, nous avons mis en place des dispositions dans les magasins pour un sens de circulation, pour des mesures barrières et tout le reste. Donc, voilà. Comment vous réussissez justement à les faire respecter? Parce qu'on a vu dans certains lieux où il y a des mesures, mais c'est... Ce qui est dit et ce qu'on constate. Nous, on a réussi à le faire simplement en dégageant, par exemple, certains mobiliers. Dans certains magasins, on est carrément sur des palettes avec des piles de livres, avec des signalétiques par terre et tout le reste. Donc, bon, je pense que ça marche. Il y a aussi une question qui est très déterminante pour les parents, c'est le coût, donc le prix. Est-ce que vous pensez que vos produits sont justement à la portée de toutes les bourses quand on sait que la plupart, ou sinon certains de vos livres sont importés? Oui, alors, donc on a deux types de livres. Et ça encore, j'aime bien préciser là-dessus. Sur le livre importé, on part en fonction du livre public déjà en France. Si vous retournez le livre, vous allez voir que le différentiel entre le prix vendu en France et le prix vendu à la librairie de France, il y a un écart très faible qui est lié simplement aux frais d'approche. Après, pour le livre ivoirien, alors ça, je le répète et je le répète, il faut que, même au niveau de nos autorités, ce message passe. Le prix du livre, du programme ivoirien est homologué par l'État. Donc, ce n'est pas un prix qui est fixé par le libraire. Il est fixé par l'État. Et le vrai problème, c'est que les Ivoiriens ne viennent pas souvent dans les points formels dans les librairies. Ils vont dans l'informel pour discuter le prix. Mais à cet effet, j'ai un petit exemple. Je me suis rendu compte, moi, une fois, que ce qui était censé être au niveau de la librairie par terre, un raccourci pour avoir peut-être des livres moins chers, sauf que là-bas, le livre était beaucoup plus cher qu'en librairie. Bien sûr. Moi, je suis sur le terrain, et notamment quand je vais surtout en dehors d'Abidjan, même sur quelques marchés ici, ça fait mal au cœur. Hein, j'ai ramené quelques prix. Un livre, par exemple, de CP1 lecture dans le programme ivoirien, ça coûte 1450 francs. Mais quand vous allez dans l'informel, on commence à vous dire que le livre coûte 3000. Et vous discutez, et quand vous l'avez à 2500, vous pensez avoir fait une affaire, mais il coûte 1450. Donc je pense qu'au niveau des autorités, je l'ai vu ailleurs dans certains pays de la sous-région, avant la rentrée, les listes d'ouvrages et les prix sont affichés dans les écoles, dans les mairies, on les voit dans les journaux. Donc les parents savent à quel prix. Voilà. Vous êtes un partenaire privilégié de l'école ivoirienne. Est-ce que vous avez des contacts avec les premiers responsables de cette école-là pour que vous puissiez le faire? Bien sûr. Leur faire ces propositions. Alors, nous essayons à chaque fois de passer des messages parce que nous sommes sur le terrain, nous le vivons tous les jours. Il faudrait encore que nous soyons donc entendus. Et vous n'êtes pas reçu, par exemple? Madame la ministre Si Madame la ministre a tellement de sujets à gérer que je pense qu'il n'y a pas qu'elle. Elle a des collaborateurs et tout le reste. Et ce que nous demandons, ce n'est même pas au niveau de Madame le ministre. Ce que nous demandons, ça doit se faire dans les écoles, ça doit se faire dans les mairies, ça doit se faire dans les localités. Le problème de la rentrée, c'est un problème de tout le monde. Et les pauvres parents, les pauvres populations qui se font escroquer, ce n'est pas forcément le problème de Madame le ministre. Quand je vais dans mon village et que je vois que le pauvre paysan achète le livre 2 ou 3 fois son prix légal, je vais dire, j'ai mal au cœur. Monsieur Yedeti, je pense qu'on a besoin de précision. Lorsque vous parlez de librairie informelle, de manuels d'ouvrages informels, vous avez donné le prix, donc beaucoup plus élevé que ce qu'on trouve à la librairie de France. C'est des cas qui arrivent. C'est des cas qui arrivent. Est-ce qu'il s'agit de manuels qui sont déjà utilisés, donc qui ont été recyclés, qui sont en vente sur le marché, ou ce sont carrément des manuels qui sont photocopiés et qui sont... Alors là, vous soulevez encore, il y a plusieurs problèmes. Donc je parle déjà du prix du manuel neuf qui n'est pas respecté dans le secteur informel et où tout le monde devient libraire à la rentrée. Comment ils se procurent ces documents? Mais ils les achètent. Nous, on a des revendeurs qui viennent par exemple acheter chez nous. Alors les chiffres sont clairs, un revendeur qui vient chez nous, il a 20% de remise.
Donc en revendant le livre au prix homologué, il part avec 20% de marge. Mais s'il ne respecte pas cela, lui, il va encore le revendre à d'autres personnes qui vont aller le revendre à d'autres. Et puis plus on s'éloigne des capitales, on va retrouver de la spéculation. Au bout, le pauvre gars qui est à l'intérieur du pays, par exemple, il achète plus cher. Ça, c'est déjà le livre neuf. Il y a ce qu'on appelle le livre d'occasion. Donc là encore, ça va être de la spéculation. Et le plus grave, c'est un sujet qu'on n'évoque pas, c'est la piraterie. Donc pendant ces périodes de rentrée scolaire, il y a tout un circuit qui vont jusqu'à pirater les ouvrages au programme, qui vont ou les photocopier. Aujourd'hui, ils arrivent même à les importer avec pratiquement une qualité d'impression. Et ceux-là donc, se font un commerce parallèle au détriment de l'éditeur et des libraires. Mais à combien évaluez-vous à peu près l'impact justement de ce phénomène sur vos ventes? Alors, il est important. Il est important, je pense... Sur une échelle de 1 à 10, par exemple? Sur une échelle de 1 à 10, je pense que la piraterie doit valoir 30% du marché à aujourd'hui. Alors justement, c'est tellement important. Qu'est-ce que vous prenez comme mesure pour pouvoir faire face? On se bat. L'association des libraires, en liaison avec celle des éditeurs, depuis 2-3 ans, nous nous battons sur le terrain avec le comité de lutte contre la contrefaçon, avec l'appui de certains procureurs au niveau de la justice, de certains commissaires, mais c'est une vraie bataille. Hein. Nous nous sommes retrouvés... C'est des réseaux organisés? C'est des réseaux organisés. Nous nous sommes retrouvés quelquefois à des heures pas possibles à Roxy, à Djamé, à saisir des conteneurs. Et malheureusement, je le dis fort, il y a des complicités avec ceux qui sont quelquefois censés lutter ou réguler cela. J'ai peut-être une idée un peu folle. À la suite, vous aurez l'occasion de poser votre question. Monsieur Lizzy, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir, par exemple, les prix des livres au dos de ceux-ci, pour que tout le monde sache qu'aujourd'hui... C'est une demande que nous avons faite. Voilà, donc il faut prendre une décision. Je pense même qu'il faut légiférer dessus. Pour donner l'exemple, en France, le prix du livre est obligatoire au dos. Donc on devrait également pouvoir adopter cela et imposer que, au moins pour le livre scolaire, le prix soit affiché carrément au dos. Oui. Voilà. Et encore, afficher le prix ne veut pas forcément dire qu'ils vont respecter même le prix. Voilà, parce que, pour vous donner un exemple, on retrouve sur les marchés des ouvrages de la gratuité où c'est écrit « ne pas être vendu ». Alors, si on arrive à retrouver cela, donc vendre des prix au-dessus du prix marqué, voilà, je pense que c'est toute une politique d'éducation, de continuer à en parler et de sensibiliser les populations, qu'elles soient conscientes qu'elles peuvent se faire escroquer et tout le reste. Il y a un gros travail à faire encore. Monsieur Yaziti, moi j'ai une question, je voulais revenir sur le numérique ou le digital comme Edith en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui dans votre librairie, donc, vous vendez des manuels scolaires, mais vous vendez aussi des livres. Et pour des personnes qui ne sont pas très fans de lecture, on va dire, comme moi par exemple, et qui préfèrent les livres audio, est-ce que vous en proposez aussi peut-être à travers votre site internet? Nous avons quelques livres audio, à la seule différence que nous n'avons pas une large panoplie. Le livre audio est souvent réservé que pour certains types d'ouvrages. Par exemple, tout ce que vous allez avoir comme ouvrage de formation continue, d'ouvrages techniques, d'ouvrages de formation personnelle, d'ouvrages quelquefois ésotériques et tout le reste, et même une simple bande dessinée et tout ça, vous ne pourrez pas l'avoir en audio. Vous allez avoir peut-être des classiques et certains ouvrages qui sont remis en audio. Voilà. Et puis, pour le bon lecteur, je dirais toujours, il n'y a rien de tel que d'avoir un bon livre dans la main, à feuilleter les pages, à le corner et tout ça. Mais vous pourrez trouver quelques titres en audio, effectivement. Monsieur Lizzy, depuis qu'on a commencé cette émission, à vous entendre, j'ai un peu l'impression que vous, donc je dis vous, la Librairie de France, la libraire, vous vous battez un peu seul quand même. Vous avez l'impression d'avoir ce sentiment? C'est vrai. Regardez un peu le paysage en fait. Moi, je suis président de l'association des libraires depuis pratiquement une dizaine d'années, mais je suis président de pas grand monde finalement. Parce que ce métier-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'abordent de façon très professionnelle. On est quelques-uns. Tous les autres, c'est un métier d'opportunité pour eux, c'est un métier saisonnier pour eux. C'est un métier où on met juste quelques livres prescrits à la vente sur une période.
alors que c'est un métier qui peut être vulgarisé dans notre pays. Quand vous allez dans certaines grandes villes de notre pays, vous ne trouvez même pas un libraire digne de ce nom. Ouais. Alors, les étudiants qui sont dans ces villes, les fonctionnaires qui sont dans ces villes, etc., n'ont même pas l'occasion de s'offrir du livre. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Monsieur Yediéti, quels sont vos projets à moyen et long terme? Est-ce que vous avez prévu de vous étendre encore plus sur le territoire? Notre projet est simple. Je vous ai dit que nous nous considérons comme un acteur de développement. Donc notre projet, c'était d'être présent dans chaque grande localité de notre pays avec une offre digne d'un bon libraire. Mais cela demande des investissements, ça demande des installations et tout le reste. Et pour investir, il faut gagner de l'argent. Et donc c'est ce que nous faisons. Avec ce que nous gagnons, nous le réinvestissons pour pouvoir être de plus en plus présents. Aujourd'hui, nous sommes dans 4 villes, à la vitesse où ça va être long, à moins qu'un jour, l'État décide de dire, voilà, nous reconnaissons le travail de cette entreprise, nous allons par les marchés, par les contrats que nous allons lui donner, nous allons lui permettre de faire ce travail et de s'installer. Donc nous sommes prêts à prendre ce challenge-là et à montrer que si nous avons les moyens de faire cela, nous le ferons de façon forte. Alors, juste pour finir, est-ce que vous trouvez normal que nous ayons dans certaines grandes villes de notre pays des universités et que dans ces villes, nous avons des universités, on ne trouve même pas une librairie digne de ce nom pour nos étudiants, pour nos professeurs. Alors, nous, en tant que libraires, nous voulons remédier à cela. Okay. Donc, l'appel, je pense, va être entendu. Il a été très entendu par qui de droit. On va aborder le point de la Fondation, la rentrée du cœur. Et la Librairie de France, il faut le rappeler, ce sont aussi de nombreuses actions sociales en faveur de l'alphabétisation des enfants. 200 000 kits ont déjà été distribués par cette fondation qu'on appelle la rentrée du cœur. On aura l'occasion d'en parler juste après cet élément. Né du besoin de venir en aide aux populations défavorisées et dans le but de faciliter l'accès à l'éducation des enfants démunis pour un développement durable, la Fondation La Rentrée du Cœur a été créée en 2006 par M. René Yediéti. Si de 2006 à 2009, ses premières missions ont été de soulager plus de 100 000 enfants déplacés de la crise ivoirienne à travers la distribution de kits scolaires dans les villes et communes de Guiglo, Mans, Césayo, Broubrou, Kokombo, Gobélé, Bassam, Zokogué, Boaké et Yopougon, de 2009 à 2010, la Fondation La Rentrée du Cœur a peu à peu adapté ses objectifs aux réalités quotidiennes et besoins des populations, raison pour lesquelles elle s'est assignée d'autres missions et réalisations, notamment la réhabilitation et l'équipement de centres communautaires à Méagui et à Bingerville. La distribution de médicaments et matériel orthopédique à la pouponnière de Dabo et l'équipement de salles multimédia au collège de Yamoussoukro. Depuis 2010, ce sont le parcours et la vie de milliers d'élèves des zones de Méagui, Anoumambo, Bingerville, Klochakaha, Sakouor, à 32 km de Bouna, qui a totalement changé. En effet, soif d'apprentissage, les enfants de ces contrées étaient appelés à parcourir plusieurs kilomètres par jour avant de pouvoir acquérir le savoir. On assistait donc à un taux de défection assez élevé du début à la fin de l'année scolaire. Grâce à M. René Yediéti, président de la Fondation, à ses généreux membres, Maître Kwasi Kwame Patrice, vice-président, et Mme Loès, ainsi qu'aux structures partenaires Librairie de France Group, ITCA, ATEF Omaïs, qui ont compris que le vrai développement passe par l'instruction, des écoles et latrines ont pu être construites à l'endroit de ces enfants. À ce jour, ce sont plus de 200 000 kits scolaires et réalisations d'une valeur de 800 millions de francs CFA qui ont été repartis à Abidjan et à l'intérieur du pays. La Fondation La Rentrée du Cœur a permis à un grand nombre d'enfants de bénéficier de l'éducation qui est un droit pour chaque enfant. C'est donc à juste titre que les élèves et chefs de village ont tenu à remercier tous les généreux donateurs. Je dis merci à la Fondation La Rentrée du Cœur. Nous sommes très contents, ça nous donne vraiment la joie. La Fondation La Rentrée du Cœur, l'expression de la solidarité pour l'instruction et l'éducation.
Cette fondation-là, tout à l'heure on voyait quelques actions. Je crois que le petit message du petit garçon là nous a oui, c'était assez touchant. C'est un peu ça qui a motivé la mise en place de cette fondation-là, pouvoir apporter ce sourire à ces enfants. Bon, alors, cette fondation, j'en ai parlé, c'est un peu mon coup de cœur en fait. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs la rentrée du cœur. Je veux dire, il y a quand même des chocs émotionnels que vous recevez et puis vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, je pense que nous sommes dans un domaine. Alors, j'ai décidé, comme je dis, de semer dans le domaine de l'éducation auprès de l'enfance démunie. Alors, ce qu'il faut savoir, la fondation La Rentrée du Cœur n'est pas la fondation de la Librairie de France. C'est une fondation que j'ai créée et j'ai des amis qui sont venus vraiment avec le cœur. Je peux vous dire, on est peut-être 4 ou 5 membres. Hein, donc, on a parlé tout à l'heure de Maître Kouassi dans votre reportage. Il donne de l'argent de sa poche pour cette fondation. Il fait venir des relations à lui. On a parlé de Madame Loès, pareil, qui vient vraiment avec le cœur, qui apporte ses relations et tout ça, et des amis. Et chaque année, avec le budget que nous réunissons, voilà, nous faisons quelque chose de fort. Donc, la Librairie de France est également un partenaire de la Fondation. Voilà, moi, j'ai décidé au niveau de la Librairie de France, chaque année, de verser X francs à la Fondation pour ses actions. Pour reprendre le mot de Sophie, c'est beaucoup d'espoir que ça crée dans le cœur des enfants. Et moi, j'aimerais savoir quelles sont vos perspectives avec cette fondation, quelles sont les actions futures que vous comptez c'est de continuer. Ce que nous faisons, nous continuons à semer vraiment de façon, je vais dire aussi bien à politique, c'est vraiment le cœur. Hein, on est à l'écoute, on est quelquefois interpellé par des amis. Et là, moi, pour vous donner un des derniers exemples, à Sakor, vous ne savez même pas où c'est. Sakor est à 32 km de Bouna. Et j'ai un ami qui est lui, ami du... qu'on vous appelez les patrons de région, là. Donc, qui vient me dire, ah, j'ai mon ami qui est là-bas au truc général, là. Conseil général, et puis on y est allé, on a implanté une école. Alors l'école la plus proche était à 32 km. Wow. Alors si vous voyez les images, les enfants étaient pris sous une petite cabane et tout le reste. Et quand on a ouvert l'école au bout d'un an, la première année c'était 180 gosses, CP1 et CP2 qui rejoignaient l'école. Et quand j'arrive, je demande à un des gosses, tu es content d'aller à l'école? Il me dit oui. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit parce que je ne vais plus aller au champ. Vous allez faire pleurer Sophie sur le c'est ça les réalités. Il y en a un autre, CP2, à qui j'ai dit, alors pourquoi tu vas à l'école, tu es content? Il me dit oui, parce que demain je vais être comme vous pour aider mes parents. Alors un gosse de CP2 qui vous dit ça, ça veut dire qu'il a déjà à cet âge-là l'importance de l'école. Excuse-nous Brice, on a un cœur, hein, sensible peut-être. Donc la fondation est ouverte à tout le monde, il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de... Voilà, pour être membre, il faut juste remplir une fiche. Et chaque année, vous faites ce que vous voulez. Je vous promets, j'ai dit que vous en avez deux sur le plateau. On vous dit tout de suite, voilà ce qu'on fait. On en parle, enfin j'en parle tout le temps, c'est avoir des representation, je ne sais pas comment on dit le mot exactement, une représentation en fait. C'est important pour les enfants, peu importe où est-ce qu'ils sont, de pouvoir avoir de l'espoir. Et ça, enfin ce que vous faites, c'est en tout cas un très beau message que vous faites. En 2006 ou 2007, dans le reportage, vous avez vu, ça c'était à Meagui, c'est une pauvre dame qui s'occupait donc de gosses. Voilà, et on a décidé donc de lui construire son site. C'est un centre préscolaire. Voilà, et ça donne du bonheur à beaucoup d'enfants. C'est une très belle action, surtout avec votre action. Au-delà de déposer, de remettre des livres à ces écoles, de construire des écoles également. Comment vous incitez, en tout cas, en termes de pérennité, en fait, comment vous incitez ces enfants à continuer la lecture? Peut-être que vous laissez, par exemple, des représentants de la Librairie de France avec des ateliers de lecture, par exemple, pour qu'ils puissent utiliser effectivement ces livres et les lire effectivement. Il existe des ateliers de lecture. Comment vous arrivez à pouvoir pérenniser cette action tout au long de l'année? On essaie d'être présent. C'est vrai que quand l'école est construite, le ministère de l'Éducation y affecte des enseignants. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rester en contact de voir les besoins et puis d'apporter ce que nous pouvons. Voilà. Et on anime, on passe dire bonjour. Voilà. Je pense qu'il y a un lien tout de suite qui se crée et on apporte ce qu'on peut en fait au quotidien à ces enfants-là.
Et pour vous dire, j'ai des personnes qui ont été accompagnées par la Fondation de la Rentrée du Cœur depuis 2006, qui sont aujourd'hui en train de travailler et tout. Wow. Et quelquefois, dans la rue, il y a des gens que je croise qui viennent me dire « Bonjour papa ». Bon, je regarde comme « Papa, non, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis parce que j'étais à Gesco, j'étais à Yopougon, j'étais dans telle localité et vous m'avez aidé. Grâce à vous, j'ai pu avoir les livres, j'étudiais sous les lampadaires et j'ai eu mon bac, etc. » Donc j'ai des histoires folles comme ça à raconter, mais bon, c'est ce qui fait chaud au cœur de dire quand même qu'on est dans un domaine qui sert et quand on sème, quelquefois c'est bien de voir le fruit. Tout beau. Du travail qu'on a abattu. Voilà. Monsieur Leti, merci d'avoir été avec nous. Vous avez noté, vous avez dû être très très content de voir qu'on a des ouvrages. On va en avoir d'autres. C'est bien. Je vais vous en offrir. de Dites-moi vos champs de lecture. Sur notre plateau. Et je me ferai le plaisir d'agrémenter votre bibliothèque. En tout cas, vous passez quand vous le souhaitez. Cette télévision est une télévision d'Ivoiriens, de citoyens, pour exprimer des idées, pour partager des visions, tout ce qui contribuera à ce que notre pays, nos populations puissent progresser, puissent évoluer et demeurer les meilleurs. Merci d'avoir été avec nous. Je pense que vous partagez ça avec nous. Il faut savoir que le socle en fait, de développement, c'est le savoir. Et la plus grande maison qui distribue le savoir en Côte d'Ivoire, c'est Librairie de France. Donc, encouragez-nous et merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Merci. On avait le kit, hein, je l'avais quelque part, je crois que j'ai dû le troquer. Ah, il est là. Je pensais que j'avais troqué pour le... Je peux le voir, monsieur? Je l'ai troqué pour le sac de Rihanna. Il est toujours là, d'ailleurs. Ah, le sac, il est toujours là? Voilà. Donc, je tiens le kit. C'est un kit, ça. Voilà, c'est un kit qu'on va... Voilà, et ça, c'est un kit CP1. Voilà. Voilà. Sophia Aïda, vous avez été très touchée. Merci. Rihanna, je fais ça comme ça sur le plateau. Voilà. C'est-à-dire qu'on était très heureux d'être en votre compagnie. Merci, monsieur Leti, d'avoir été avec nous. D'ailleurs, on l'offrira à une famille. Absolument. Voilà. Absolument. On vous retrouvera demain sur ce même plateau-là. D'ici, prenez soin de vous et des autres. Et que Dieu vous garde. Merci.